en voiture. Avec son héros solitaire qui roule la nuit dans Los Angeles, Night Call, premier film de Dan Gilroy, semble reprendre la recette de Drive. Mais le thriller se double ici d'une satire des médias, car le conducteur, interprété par Jake Gyllenhaal, est un reporter qui suit les policiers pour rapporter aux chaînes de télévision des images très violentes ou sordides. Dan Gilroy est un scénariste de films d'action qui a notamment écrit l'un des Jason Bourne, Emily. Jake Gyllenhaal est absolument incroyable dans ce film. On parle d'ailleurs déjà de lui pour l'Oscar du meilleur acteur. Il est d'une bizarrerie hyper inquiétante tout au long du film. Et je dirais que la réussite du film repose quand même beaucoup, voire entièrement sur ses épaules, même si c'est un film plutôt réussi, plutôt enthousiasmant. C'est vraiment un film qui repose sur les épaules de son interprète principal, quoi. Il est dément. C'est un film très embarrassant qui nous place, nous, spectateurs, face à notre propre voyeurisme. Mais c'est un film d'atmosphère. Parce qu'on a envie de regarder ces scènes horribles qu'il filme et qu'il rapporte ensuite aux télés pour les journaux du matin. Je trouve que ce film est une réflexion sur notre temps. Ce qui est super dans le film, c'est la manière dont le personnage interprété par Jake Gyllenhaal, on ne sait jamais où il va aller. Parce qu'avant qu'on en arrive au sujet qui est quand même le fait qu'il va trouver un boulot en allant filmer des morts qui sont complètement sanguinolents et ça fait une bonne image à vendre aux médias et c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Le début du film, il est en pleine errance, il veut travailler, il ne sait pas où aller. Il nous met extrêmement mal à l'aise. Dès le premier plan, on le voit, c'est l'image où il y a des phares de police qui viennent éclairer son regard, on a l'impression que c'est un faux, ses yeux sont jaunes. Il met mal à l'aise, il fait partie de cette famille un peu des psychopathes élégants et très polis. Hein. C'est soit le Javier Bardem avec son brushing, il y a à la fois les frères Cohen et Lynch, il y a un univers qu'on connaît, mais lui, il est entre les deux, il nous fait très peur et on ne sait jamais jusqu'où il va aller. Et le film, il est super pour ça, c'est qu'il ne nous fait pas la leçon, il ne dit pas attention, les médias sont méchants, nous, on a envie de regarder les cadavres. Mais c'est qu'il nous fait peur avec ce personnage-là. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que quand enfin il a trouvé un boulot, on se dit il va se stabiliser. Au contraire, sa folie va s'épanouir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour lui, la question de la morale, on ne parle même pas du légal, parce qu'on comprend bien que pour attraper des images, il faut contourner la loi. Mais la morale n'existe pas. Et y compris dans les relations humaines. Il y a le personnage de René Russo qui est très intéressant, qui est cette femme qui travaille dans une chaîne de télévision à qui il vend ses images. Et en fait, il lui dit, si tu veux mes images, il faut que tu couches avec moi. Et tout d'un coup, c'est un retournement des trucs de harcèlement. Mais il met ça sous forme de contrat. Et c'est la folie du personnage qui nous embarque. Au cœur de la nuit. Il l'a africanisé. Présenté à Cannes en section parallèle, White God est reparti avec le Grand Prix Un certain regard. Ce 7e film du Hongrois Kornél Mundruczko raconte le complot que les chiens errants fomentent pour se venger des hommes, après que ceux-ci ont tenté de les éliminer, parce que c'est quand même les hommes qui ont commencé. Face à cette menace se dresse une petite fille de 13 ans. La métaphore est transparente. Rappelons qu'en Hongrie, l'extrême droite est revenue et très populaire. Mais Philippe, ce film n'a pas pour seul mérite de nous parler de l'immigration. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça montre plutôt le chaos de l'Europe de l'Est en ce moment. Et la très belle idée de Mundruczko, c'est de procéder par un mélange des genres cinématographiques. C'est ça sa grande idée. C'est-à-dire que le film commence comme un mélodrame, avec une gamine qui a son chien et elle doit quitter son chien parce qu'elle vit avec sa mère. Et quand sa mère part donner des cours aux États-Unis, elle doit aller chez son père. Et le père dit, moi, je ne paye pas l'impôt pour le chien. Et le chien, on le pique, ou au mieux, on l'abandonne. Et il y a cette scène qui est... Parce que le film est tourné presque un peu comme un film muet. Il y a cette scène extraordinaire où on abandonne le chien au bord de la route et il utilise le regard du chien. Ce ne sont pas des chiens numériques, c'est un vrai chien qui a été dressé, etc. Et c'est totalement... On a l'impression d'être chez Chaplin, quoi. Le film, il s'appelle White God et non White Dog. C'est-à-dire pas chien blanc, mais Dieu blanc. Et c'est l'histoire de l'homme blanc et la civilisation qui exploite... Et la civilisation exploitée, là, c'est la fable, c'est le chien, se rebelle. Et regardez, 250 chiens, 6 caméras qui se répandent dans la ville. Alors effectivement, c'est comme les oiseaux. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir, quand les chiens s'attaquent aux hommes, ils ne s'attaquent pas directement à eux, ils s'attaquent à leurs objets, à leurs sacs, à leurs voitures. C'est-à-dire qu'on s'attaque réellement à la société de consommation. La fable politique, à ce moment-là, prend une vraie valeur. Et il y a un sens absolument incroyable du décor, de la mise en scène. La séquence dure à un vrai moment et est totalement extraordinaire. D'abord, je trouve le film
assez ennuyeux, je suis absolument désolée. Toute la partie Disney, on va voler des saucisses, comment on fait pour échapper à la fourrière, etc. Mais c'est tout ça émouvant. est très La Belle et le long, Clochard. tout ça. Oui, non, mais rendez-moi La Belle et le Clochard à ce moment-là. Tout ça est très long. Et je dois dire un peu bête. Hein. C'est-à-dire que... non, pardon, alors c'était son jeu de mots voulu. Et voilà, et la vengeance du chien. J'aurais aimé que le film ressemble au début du film, c'est-à-dire ce plan extraordinaire de la gamine poursuivie par des hordes de chiens, et que tout ça garde son mystère et qu'on soit presque plus dans le fantastique. Là, le fait qu'on ne croise jamais un adulte qui vaille le coup humainement, qu'on ne croise que des ordures, que tout soit absolument schématique et crétin, discrédite complètement le propos du Mais film. c'est tout le problème, c'est que la parabole pèse une tonne. Et Voilà. c'est quelqu'un, Mondroxo, dont les films précédents étaient déjà des paraboles assez écrasantes comme ça. C'est du sous-cinéma hollywoodien, c'est ça le drame, quoi. C'est que c'est un cinéma d'auteur lourdingue quand même européen. que et c'est du sous-cinéma Mondruxo, quand hollywoodien. même, qui a un parangon du cinéma hongrois. Je veux dire, Delta ou Oui, mais Johanna excuse-moi, sont qui est tous quand sauf même- des fables mais qui est un lourdages. très mauvais On ne peut pas cinéaste. dire du Bon. mal d'un parangon du cinéma hongrois. Non, mais ça, je répondais c'est un mauvais à cinéaste, Jérôme qui excuse-moi. disait qu'il était un mauvais cinéaste. C'est pas de lui un bon cinéaste. Quel cabot. Après des souris et des hommes, des chiens et des cœurs. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux. La French, c'est la French Connection, une filière de trafic d'héroïne qui, dans les années 70, partait de Marseille pour arriver à New York. William Friedkin l'a popularisé dans un film célèbre de 1971. Le jeune Français Cédric Jimenez, pour son deuxième film, après Aux yeux de tous, filme la lutte d'un juge, Pierre Michel, contre cette filière dirigée par le parrain Gaëtan Zampa. Sur un scénario coécrit avec Audrey Diwan, Jean Dujardin et Gilles Lelouch interprètent respectivement le magistrat et le gangster aux côtés de Céline Salette, Mélanie Doutet et Guillaume Gouic. J'avais énormément de préjugés sur ce film. Pourquoi ? Parce que j'ai lu la presse ces derniers jours, que le film s'est fait dézinguer par une partie de la presse. J'ai vu des torrents de haine sur Internet. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible, c'est la bouse du siècle. Enfin, le film est un crime. J'avais compris ça, moi, quand même, en y allant. Et c'est quoi ? C'est un petit polar, effectivement, viril, qui est complètement nimbé d'un hommage au cinéma américain, au cinéma des années 70, et qui est peut-être un rêve d'ado des deux héros qui se sont dit on va se faire notre Borsalino, qui en C'est l'occurrence... plus un hommage à Verneuil qu'à Melville, quoi. C'est plus, oui, Clairement, c'est très Et, américain. et Vraiment, c'est dont la Scorsese, trame, en c'est fait, Friedkin. ressemble complètement à celle des Incorruptibles. Hein. C'est complètement Elliot Ness. Et puis la scène là, c'est la scène de The Hit, hein, c'est la scène de The Hit de Michael Mann. Et donc c'est une espèce Au milieu de, du film, voilà, le même une rôle, espèce de dramaturgique. de collage, par moments vraiment bien fait. Je veux dire, c'est un des films les moins ennuyeux du cinéma français que j'ai vu ces dernières semaines. Moi, je le dirais aussi bêtement que ça. Le petit polar du samedi soir, pas du tout déshonorant. Vous avez une analyse sur ce couple. Je ne sais pas vraiment une analyse parce que c'est très visible, mais ce qui est sûr, c'est que la question de la virilité les travaille beaucoup tous les deux. Cette définition de la virilité à la française, chez les deux, dans à peu près tous leurs films, c'est toujours la même. Ça se traduit par une hantise, vraiment une sorte de peur de panique d'être pris pour un PD. D'ailleurs, je dis littéralement comme le dit le film, parce que le film y revient, c'est qu'il y a carrément une sorte de sous-texte dans tout le film, homo-érotique, comme souvent d'ailleurs dans ces... C'est un petit peu Dans Les Infidèles, c'était pas du sous-texte. Alors, mais justement, ce qui est amusant, c'est que les Infidèles en avaient fait un gag. Alors, je ne trouvais pas le film réussi du tout, mais ça débouchait quand même. C'était Ils avaient très réglé la gonflé. question. Ça donne un truc assez marrant parce qu'au fond, le problème, la question pour ces deux-là, et a fortiori quand on les réunit dans un film, Le Louche et Dujardin, c'est qu'au fond, ce sont des hommes qui aiment les hommes, au sens de l'imagerie de l'homme à la française, et en même temps avec cette espèce de hantise, encore une fois, que l'énoncé soit pris au pied de la lettre, quoi. Je connais pas son rapport à l'homosexualité. Ouais. Il se trouve que les personnages qu'il représente à chaque fois dans ses films sont pour juste ça que travaillés c'est par là, la même Ouais. définition de la virilité. Et si tu veux, c'est pas par exemple la définition hollywoodienne de la virilité, où pour le coup, les hommes les plus virils du cinéma hollywoodien, tu prends John Wayne ou Gary Cooper, sont des gens qui ont toujours joué avec une ambiguïté ou une ambivalence. Là, c'est pas du tout ça. Tout doit être surdramatisé. Ça, c'est Je suis Scorsese. d'accord avec toi quand tu dis que les scènes intimes sont bien. Mais pourquoi tant de scènes où les types en moto arrivent et dézinguent ? Des fois, on ne sait même pas qui est dézingué. On nous dit que Magimel, c'est le fou. Tout d'un coup... On nous dit que c'est le fou, on n'a pas compris pourquoi c'est le fou. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on Mais il comprend le fait pas. bien. Et puis la pauvre Céline Salette, elle est quand même dans ce rôle très ingrat de la femme d'eux qui chouine et qui dit mais attends, tu ah, préfères il y a mon ça, boulot. c'est un- ça va avec le genre. c'est Les une rôles- convention, les rôles- voilà. les rôles- Oui, mais- non, mais les rôles Il y a de ça filles sont partout. toujours nuls dans ces Et c'est un films-là. honnête travail de sauf copie. Charleston, Français, ça, Casino, le quoi. problème du film de gangster français, c'est que ça a toujours été une imitation du film de gangster américain. Ça a parfois été très bien, par exemple, quand Melville le faisait. Là, on parlait de peinture tout à l'heure, c'est un Melville travail de n'a jamais copiste copié les assez, films assez américains. honnête. Il les a rêvés. Après, Il les tu a sens bien rêvés. la maladresse, genre l'over
l'overdose de signes des années Merci, 70, l'overdose de musique, j'ai fini. Mais je vais aller le revoir parce que je n'avais pas vu le sous-texte homosexuel Oui, oui. du type qui voulait s'embrasser. Ça, c'est évident, Eric. Mais bon, quand même. des hearts pour la French.